Je pense qu'on peut se rapprocher un tout petit peu. Ouais, on est très loin. Là, la caméra, là. Bah non, là c'est pas mal. Ouais, voilà. T'es un peu coupé quand même. Voilà, là, Ça va, vous avez de la place? Ouais, là, c'est parfait. Je suis là, c'est bon pour moi. Écoutez, donc, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça change un petit peu du vlog puisque je serai en Espagne quand cette vidéo sortira. Et donc, j'ai fait quelques stories sur Insta où je me plaignais d'un retour d'un culte, de ce que j'examine comme un culte de la maigreur sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu énormément de retours, des positifs, des négatifs, etc. En tout cas, c'était un sujet qui vous intéressait. Et donc, je me suis dit que j'allais pas traiter ça avec ma seule subjectivité parce que ça allait être bien réduit, mais que j'allais faire intervenir des copines. Donc, comme d'habitude, Mathilde, qui est toujours là, et Inès, que vous connaissez moins, mais Inès, c'est bon, on se connaît depuis un moment. Bah, on s'est connus quand je t'ai fait intervenir pour mon asso en tant que jury, et je te suivais déjà bien avant. On avait déjà bien parlé, hein. Ouais, on avait déjà bien parlé, ouais. On avait déjà bien parlé. Alors, on voulait qu'il y ait quelqu'un avec nous aussi en obésité ou en surpoids, puisque là, c'est vrai que pour parler d'un tel sujet, il y en a aucune de nous qui est en surpoids, mais on a toutes les trois des pratiques sportives très différentes, des âges différents, parce que Inès, t'as quel âge? J'ai 21 ans. T'as 21? Ouais, j'ai 21 en juin. T'as 21, j'ai bientôt 28 et t'as 30. Ça permet... Et on sera 4 parce qu'il y a aussi Zabine, l'amie de Mathilde. C'est ça, qui elle sort de l'obésité et j'ai pris son témoignage en l'appelant en visio et donc on va intégrer à ce vlog des choses qu'elle aura pu répondre sur le sujet. Exactement. Petit disclaimer avant de commencer parce que c'est un sujet qui est très touchy du peu de messages que j'ai pu recevoir. Le seul discours qu'on va professer ici est un discours individuel qui n'engage que nous et il est descriptif, en tout cas descriptif à partir de notre subjectivité. Il est aucunement normatif, on n'est pas en train de dire ce qui doit être. On fait juste écho d'un vécu et dans ce vécu on peut pas prendre en compte toutes les subjectivités. Il y a tellement de cas particuliers que peut-être vous n'allez pas vous reconnaître dans ce discours. En tout cas on vous invite aucunement à telle pratique sportive, telle pratique alimentaire, tel imaginaire du corbeau. Voilà, c'est n'importe quel idéal du corbeau. On n'est pas du tout dans la normativité. Il s'agit juste d'ouvrir un espace de discussion et si vous voulez ajouter vos témoignages individuels parce qu'on pourra pas évidemment regrouper tout le monde et tous les vécus, bah partagez-le en commentaire, mais pas d'insultes et ne vous sentez pas offensé. Apportez juste en tout cas votre propre point de vue quoi. Et j'ajouterais à ça qu'il s'agit en aucun cas d'occulter des troubles du comportement alimentaire, des problèmes de santé mentale qui par exemple ne nous atteindraient pas ou pas au même niveau que des personnes qui nous regardent dans cette vidéo. Il ne s'agit pas de nier l'influence malgré tout que peut avoir notre vidéo, donc faites attention à vous, privilégiez votre santé mentale. Si vous pensez que cette vidéo ne vous apporte pas quelque chose de bien, évitez-la, notamment si ça peut encourager des TCA, c'est pas le but. Voilà, non, c'est pas du tout le but. Voilà. C'est vraiment une réflexion sur la représentation du corps féminin en général, sur les réseaux sociaux notamment, puisqu'on est toutes les trois des grosses consommatrices de réseaux sociaux, avec des algos différents, pas là pour donner des conseils de santé ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est bien de parler de d'où on part. Donc Mathilde, toi tu pars d'où pour ce sujet? D'où je pars et peut-être un petit peu mon point de vue, la vision que j'ai de mon corps et comment je me fais influencer à mon échelle aussi. Moi, j'ai grandi quand même dans un idéal projeté par ma mère, un idéal de corps féminin mince. Mince, voire maigre. Moi, je sais que ma mère idéalise Audrey Hepburn, qui d'ailleurs a un corps si mince parce qu'elle a souffert de malnutrition pendant la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas. Donc ça, c'est souvent occulté. On met en avant sa grâce, sa délicatesse, mais sa féminité par la minceur. Exactement, son corps juvénile, comme si c'était un idéal, alors même que elle, sa santé a été atteinte et c'est ce qui explique son corps si mince. Et c'est vrai que moi, en étant d'origine maghrébine, eh bien j'ai des hanches, j'ai des fesses et je sais que pour certaines, c'est un idéal. Moi, je l'ai souvent mal vécu. Surtout, alors pour recontextualiser, Mathilde, tu fais 1m53. Oui, je suis donc petite. Elle est toute petite et donc nécessairement, c'est vrai que t'as pas un corps filiforme, non. Pilate girly. Non, chargé en bas, comme on dirait. C'est ça. J'ai des hanches, j'ai toujours été pas voluptueuse au point. Enfin, j'ai déjà été un peu ronde, mais je me suis jamais considérée grosse. Il y a eu un moment de ma vie où j'ai pris à rebours l'injonction maternelle et j'ai dit non, bah j'ai envie d'être. Il y a eu l'époque Kim Kardashian. Ouais. Alors c'est pas Kim Kardashian qui m'influençait, on est bien d'accord. Mais le côté bouteille d'orangina a pu un peu m'envoyer un autre idéal. C'était avant Covid, ça. Ouais, c'est ça. Et moi, le Covid, pour le coup, il y a eu une influence qui est celle du yoga et paradoxalement, autant ça peut apporter un peu de paix dans la vie, autant ça m'a envoyé un algorithme que de corps minces. Très intéressant. Et je pense que ça m'a fait presque tomber dans des extrêmes
mentaux ou des TCA qui sont pas bons. 2-3 trucs à préciser. Donc toi, ta pratique sportive, parce qu'on a toutes les trois des pratiques sportives. On est toutes les trois sportives, personne n'est en surpoids, clairement. Mais on a toutes les trois des pratiques sportives différentes. Et toi, tu fais beaucoup de choses, mais c'est vrai que t'as une ERA yoga, t'aimes toujours ça. Souplesse, etc. T'aimes courir, mais elle va pas courir pour aller courir à 4,30 pendant 25 km. Mathilde, c'est pas ça. Moi, je suis endurante, j'aime beaucoup le cardio, je cours pour le plaisir, mais par exemple, toi, quand tu vas à la salle et que tu t'en demandes beaucoup au point de souffrir musculairement, moi, je suis une chochotte. Moi, j'aime pratiquer un sport où je passe un bon moment. Moi, me faire du mal, me faire violence, j'ai du mal. Alors même que parfois, ça m'aiderait à atteindre certains objectifs sportifs. Mais c'est vrai que je privilégie toujours le côté plaisir d'une part et je vais pas me mentir, esthétique d'autre part. Et donc, par le yoga, t'as eu cet algo très... parce qu'en fait, c'est vrai, quand on regarde les filles qui font du yoga ou du pilates, elles sont toujours extrêmement... très longélives, elles sont très élancées. C'est un physique qui est très beau, mais c'est vrai que c'est la représentation, je dirais, visuelle de ce qui est le pilates à l'heure actuelle, en tout cas. C'est ça. Tu vois jamais une gros muscu, enfin, tu vois jamais une meuf très musclée sur un gros yoga, tu vois. Ou alors, c'est que si vraiment elle a le corps qui est très musclé, des épaules plus dessinées, etc., c'est qu'elle complète sa pratique du yoga ou du pilates avec justement sa pratique, enfin, une musculation plus. Enfin, ouais, elle fait les deux, quoi, je vais y arriver. Et par contre, je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes rondes, de femmes grosses. Alors moi, j'utilise le terme et je pense pas que c'est... Après, je crois que grosse, c'est une connotation péjorative, mais je crois qu'avant, c'est une connotation médicale, non? Ben, je sais pas, il y en a qui disent il faut appeler un chat, donc je suis une femme grosse et j'ai pas à en avoir honte. Et il y en a qui disent que c'est dénigrant, donc moi, je sais plus où me mettre. Moi, tant que ça dénigre pas, je peux l'utiliser. Si ça touche quelqu'un, ben, je veux bien m'abstenir, mais je sais pas sur quel pied danser. En tout cas, beaucoup de femmes plus rondes qui disent non mais moi j'ai ma place dans un studio de pilates, il est hors de question que tu doives déjà être mince pour pratiquer un sport, c'est quoi ça? Oui, mais si tu regardes les réseaux sociaux de facto, les seules femmes qui marchent en contenu yoga pilates, c'est toujours des femmes qui sont admirées pour leur corps. Enfin, c'est clair. Il y a une esthétique. Il y a une esthétique autour du pilates. Alors, on va passer à Inès qui du coup a une pratique totalement différente. Ouais. J'ai une pratique totalement différente que de mes deux collègues ici. Je fais de la force athlétique et du street lifting. Alors c'est quoi? Parce que tu vois, même moi je sais pas ce que c'est. Ok, force athlétique, ça va être donc un sport de force principalement. On est jugé dans ce sport sur 3 mouvements principaux et dans cet ordre-là, donc ça va être du squat. Sur chacun des 3 mouvements que je vais citer, on a 3 essais et le but c'est de soulever le plus lourd. Ok. Donc le squat, on va avoir le bench, donc le développé couché et le soulevé de terre, le deadlift, le fameux. Et en parallèle de ça, je fais du street lifting. Donc pareil, c'est un sport de force et en street lifting, nous on est jugé sur 4 mouvements, donc que ce soit chez les hommes ou chez les femmes d'ailleurs. On est jugé sur le muscle up, que ce soit aux anneaux, nous chez les femmes principalement aux anneaux et après à la barre. Les hommes le font principalement à la barre. On va avoir donc c'est muscle up, traction lesté, dips lesté et squat également. Et c'est seulement des mouvements haut du corps en street lifting. Ouais, ça va vraiment toucher le haut du corps, donc ce qui fait que forcément moi j'adore ça, donc ça me t'as un haut du corps. Et le haut du corps de moi est bien tracé. J'ai pas de mal avec la fourchette. Je l'ai vu en dos nu. Impressionnant. Je vous mettrai des photos d'Inès. Oh là là. Mais effectivement, c'est vrai que ça trace énormément et ces pratiques-là, voilà, je suis accompagnée d'une coach. J'ai pas toujours fait ça. J'ai découvert au fur et à mesure. En vrai, c'est ce qui me fait le plus kiffer et c'est ce qui pour moi me convient le plus physiquement et qui a permis de vraiment bien me tracer, me galber, etc. Et je prends plaisir à faire ça, quoi. J'ai toujours fait du sport. J'ai commencé par de la danse. J'en ai fait 1 an. Ensuite, j'ai enchaîné avec 2 ans de gymnastique, donc avec des compétitions et autres. Ensuite, j'ai fait du football. J'ai fait 6 ans de football, donc j'en ai fait 4 ans en banlieue et j'en ai fait 2 ans au Paris FC où là vraiment c'était trop cool. On jouait contre des mecs et tout, c'était génial. Je faisais des prépas physiques sur le terrain, etc. J'ai appris à jouer avec mon père aussi également. J'ai joué contre des équipes telles que le PSG, contre le Havre, etc. Enfin, c'était vraiment trop cool. On a une star avec nous. Voilà, donc c'était vraiment très cool. Elle est l'équipe de France, quoi, en fait. Elles sont à un niveau qui est monstrueux. On m'a en tout cas proposé déjà le pôle e-sport quand j'étais plus jeune. Je faisais déjà sport et école entre. Et malheureusement, je savais que je voulais faire des longues études qui n'avaient pas forcément à voir avec le sport. Donc j'ai pas forcément voulu continuer. Je le faisais plus pour le loisir. Et ensuite, période Covid, j'ai découvert le fitness à la maison. T'avais quoi, 17 ans? J'étais en 3e. Ah oui, 15 ans. 14 ans, 15 ans. Et en fait, pendant le Covid, j'avais quelques
quelques kilos à perdre, parce que je fais 1m63 mais je faisais 70 kilos, et j'étais pas galbée comme je le suis maintenant, et c'était beaucoup plus de gras que de force et de muscles. Je me suis mis au fitness. Après, quand on a pu ressortir, j'ai fait de la course à pied. J'ai fait de la course à pied. Madame a couru, on va la remettre. J'ai couru, et après il a fallu me payer mon abonnement à la salle de sport, donc j'ai bossé l'été pour récolter quelques sous, et ma mère m'a dit je ne te paierai pas ton abonnement de sport. Elle m'a dit c'est toi qui dois aller chercher tes sous, donc j'ai fait ça, et ça va faire 3 ans maintenant que je vais à la salle et que j'ai rencontré ma coach là-bas. J'ai tout fait en banlieue, dans l'antre du streetlifting à Villepinte, dans le 93, et j'ai croisé des gens, autant des hommes et des femmes, qui étaient monstrueux en termes de performance, et ce qui fait que j'ai évolué très rapidement, et ce qui fait que je pense quand j'ai franchi les portes d'une salle de sport, j'avais déjà les bases, et j'avais pas besoin de réapprendre tous les mouvements, puisque j'avais engrangé énormément déjà de connaissances via les réseaux sociaux justement. Et donc pour la situer, donc on pourrait croire, mais Inès n'est pas coach ni sportive professionnelle, elle fait des études de lettres à la Sorbonne. Exactement, j'ai fait du droit initialement, j'en ai fait. Ah, je savais pas. J'avais fait du droit. Effectivement, j'ai fait du droit. Mauvais souvenir, je crois. Oh ouais, non, mauvais souvenir. Mauvais souvenir. J'en ai fait à Assas. Ah ok. J'en ai fait à Assas, et j'avais rencontré des gens qui étaient brillants, talentueux. Je suis encore en contact avec, mais le droit personnellement me convenait pas. Autant j'adore l'école, les études, etc. Mais ça me laissait pas la possibilité de faire autre chose, et c'est vrai que c'est très prenant le droit. On apprend plein de choses, mais c'est vrai que ça me convenait pas, vivement. J'habite quand même assez loin, vu qu'on est à Vaugirard. Donc je crois que si je dis pas de bêtises, c'est dans le 15e. Oui, donc en fait Inès fait le trajet par le RERB 93 Paris Centre. Donc autant vous dire que là tu en as presque pour 1h30. Hein. Ouais, j'en avais vraiment pour 1h30, vraiment montre en main. Et c'était très très dur, et je me suis pas reconnue dans ces études-là, j'ai pas spécialement aimé, donc je me suis réorientée ensuite en lettres. Ça a toujours été ma passion. Et du coup j'allie littérature et sport au quotidien, je me fais kiffer. En fait j'ai un profil assez polyvalent, j'aime assez plusieurs choses. Bon, c'est vrai que j'en rencontre pas tous les jours des comme moi, etc. Je vous ai rencontré, c'est déjà là. Let's go. Let's go. Mais c'est vrai que je trouve ça cool parce que ça me permet à la fois d'allier le côté vraiment esprit avec la littérature et sport, d'autant que je bosse littéralement dans un magasin de sport, dans un magasin de sport à côté. Tu bosses dans un magasin de sport en plus. Dans un magasin de sport à côté, donc en vrai tout s'allie, tout est parfait. La boucle est bouclée. Vraiment la boucle est bouclée. Et l'une comme l'autre, j'ai l'impression qu'il y a quand même une injonction qui pèse sur vos épaules, qui est celle de devoir choisir presque entre être cultivé, faire des études, être lettré et faire du sport. Ouais, mais moi il n'y a pas, comment dire, dans le côté sportif, j'assume d'en faire un dilettante. Oui, il y a quand même une notion de performance, et il y a presque une caste d'intellectuels qui vous obligerait à ne pas parler de sport. Enfin, je sais pas, j'ai un truc d'un cliché. J'ai un truc intéressant à dire là-dessus, c'est Hegel qui dit qu'on distingue les athlètes et les esthètes. C'est l'un ou l'autre. Et donc, moi du coup j'ai une pratique qui est pas exactement la même qu'Inès, on pourrait croire, parce que les gens confondent. C'est pas du tout la même chose l'Aerox et la force. Hein. L'Aerox c'est un sport d'endurance qui demande effectivement un peu de pratique sportive, mais t'as pas besoin d'être une go muscu pour aller faire de l'Aerox, parce qu'en fait les charges ne sont pas lourdes. C'est accessible à tout le monde. Donc c'est pas la même pratique sportive, même si je sais dans la tête des gens, les gens s'imaginent que l'Aerox tu vas soulever 100 kg au squat, pas du tout. Mettez un squat, vous mettez 20 kg sur les épaules, je suis au bout de ma vie. Bah c'est standardisé l'Aerox en fait, c'est pour ça que ça a tant de succès d'ailleurs. Ouais, c'est que c'est accessible à quelqu'un qui n'a pas une grosse force en fait, ou qui est pas un gros pratiquant de musculation, il y a pas besoin en fait. Moi j'aime pas la muscu par exemple, j'aime très peu. Donc 3 pratiques sportives bien différentes. Par contre, c'est un truc que je voulais dire aussi dans une vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'être sportif c'est soit être capable de courir 10 km sans s'arrêter, soit soulever 100 kg au squat. Mais en fait le sport c'est plein de qualités différentes, et par exemple si on prend le point de vue de la mobilité, de la souplesse, je suis beaucoup moins sportive que Mathilde. C'est par exemple des qualités que je n'ai pas. Si je prends la qualité d'être explosif, d'avoir de la force, Inès est beaucoup plus sportive que moi. En fait le sport c'est énormément de qualités, et c'est très dur de toutes les regrouper. Par exemple je sais pas, toi c'est quoi ton point faible et ton point fort? Ça va être l'endurance, hein, justement. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas couru, donc ça va forcément être l'endurance. J'ai même commencé à trouver l'endurance très chronophage et monotone. Ouais, mais toi tu es quelqu'un d'explosif. Exactement, je me fais kiffer sur des trucs de force, sur des challenges, sur du poids du corps, etc. Mais c'est vrai que si moi on me fait pas un circuit, rares sont les fois où je vais me dire purée, 5 km je vais y aller, je vais les faire. Et pourtant j'en ai déjà fait plus jeune, bien que je sois encore très jeune, mais ça me fait plus kiffer, ça me prend plus aux tripes, et c'est moi ma faiblesse à l'heure actuelle. Moi, c'est comme tu dis, il y a plein de manières d'être sportif, il n'y a pas une bonne manière d'être sportif. Être sportif c'est plein de qualités différentes, c'est très dur de tout développer, à moins d'y consacrer un full-time job. Non, il y a eu la tendance athlète hybride. Ouais, mais ça va être toujours le cas, mais même en étant athlète hybride, ça veut dire que tu fais un peu de force, un peu d'endurance, mais c'est-à-dire que tu devrais faire aussi de la mobilité. Et enfin, tu vois, en fait, finalement, tu te retrouves peut-être un peu moyen dans tout, mais c'est dur d'être très bon, tu vois, c'est dur d'être très explosif et très endurant. Et puis, il faut avoir
avoir une qualité mentale, enfin de résistance mentale, tu vois, on parlait de physique mentale, combiner plein de qualités, de travailler des aspects différents et pas forcément au même niveau. Moi, je vais peut-être être plus souple que vous, mais beaucoup moins explosive, peut-être voilà, plus endurante, etc. Mais dans tous les cas, il y a des qualités mentales énormes. Oui, bien sûr. Par contre, t'as des qualités mentales, par contre, qui se rejoignent dans toutes les pratiques sportives. Ça, t'as raison, ouais. Et c'est étonnant qu'une certaine élite intellectuelle reproche que tu exposes tes qualités sportives. J'avais reçu un message d'un ami, bon maintenant on a un petit peu réconcilié, mais c'est vrai que je l'avais très mal pris, qui m'avait dit avant le concours, il t'a unfollow, il y avait un prof de philo que j'aimais beaucoup qui m'a unfollow, et quand j'ai demandé pourquoi un ami en commun, il m'a dit tu représentes plus les profs de philo parce que déjà tu partages beaucoup trop de contenu de type Irox. J'étais en mode alors là, et du coup il y a vraiment ce clivage en mode les intellos ils peuvent pas aller faire du sport quoi, c'est la honte, c'est populaire, c'est bas, c'est presque une manière de dénigrer son être, etc. Je sais pas si tu ressens ça, ce mépris du sport toi. Alors c'est très étonnant parce que moi je savais que j'ai fait un bref passage à Henri IV aussi sur Paris. Ok. J'ai eu beaucoup de mal. T'étais en prépa? Non, j'étais au lycée. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Bon, bah forcément deux univers différents, banlieue et Paris, forcément j'allais manger. On t'a demandé d'où tu venais? Oui, non, je sais plus. Pas, je crois que j'ai plus trop souvenir de ça. Donc j'avais fait part de mes difficultés à une prof de français qui était brillante, qui avait fait une thèse sur Proust, il me semble. Wow. Et elle était là depuis de très nombreuses années. Enfin vraiment, le cliché de la prof à Henri IV, brillante. C'était une prof assez âgée. Et elle paraissait très froide de prime abord. Et je lui avais fait part de mes difficultés. Et elle avait su par d'autres professeurs aussi qui me suivaient. Parce que quand t'as certaines difficultés dans cet établissement-là, les profs font au mieux pour justement... un suivi particulier. Voilà. Et elle m'avait dit, mais j'ai appris par votre professeur principal, j'ai appris que vous faisiez du football. J'allais à Henri IV la journée et après le soir, j'allais au foot. Et elle m'a dit, j'ai appris que vous faisiez du football. Je lui ai dit, oui, j'étais toute craintive vis-à-vis d'elle, qui m'impressionnait, en vrai, véritablement. Les qualités que vous développez au sport, mademoiselle, elle m'avait dit ça, mettez-les à profit ici, dans cet établissement-là, parce que justement, elle avait le recul de, effectivement, je venais de banlieue, les qualités que vous êtes en train de développer là, il faut que ce soit mis là et pas autrement. Donc comme quoi, en fait, il y en a qui cherchent à dénigrer le sport, donc c'est incompatible avec une forme d'élite intellectuelle, et alors au contraire, c'est des qualités indispensables. Exactement. Dans les études, etc. Exactement. Bon, à ce moment-là, j'étais pas très bien dans ma vie, etc. Donc j'ai pas pris son conseil au pied de la lettre. Mais ça t'a touché. J'y ai réfléchi, J'y ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, cette prof de français là qui avait fait pourtant une thèse. Ouais, elle aurait pu avoir un mépris de exactement, l'activité sportive. Oui, elle était, je pense, culturellement, je pense au prime, comme on dit, au prime vraiment. Mais elle m'avait dit ça et c'était vraiment très touchant et j'y repense quelques années là et je me dis, ouais, effectivement. Là, en tout cas, moi, dans ma fac de lettres, là, de pratique sportive, je sais que parmi mes amis, j'en pratique énormément et puis un peu plus. Mais j'ai pas eu de mépris. Ah ouais, donc on tend quand même, avec je pense aussi à l'évolution des générations, la dichotomie entre intellectuel et sportif tend à s'effacer quand même. Ouais, enfin après, je le sais pertinemment que les références sportives, des fois, sont pas la bienvenue dans mes copies, par exemple, de dissertation. Mais effectivement, il y a de plus en plus de jeunes chargés de TD qui comprennent vraiment que c'est important de sortir des études à un moment, de sortir la tête du guidon et de se dire, ok, là, les études, c'est important, mais il y a ça aussi, et ça, je peux l'appliquer là, à tel endroit, cette force d'esprit-là, la rigueur, la discipline. Et de toute façon, moi, de mon côté, il est inconcevable que je fasse des études sans faire du sport parce que c'est ma discipline, c'est ce qui me cadre mes journées, m'encadre, et je trouve ça terriblement important, mais je pense que les plus anciens professeurs peuvent avoir encore cette fracture-là entre pratique sportive et quelqu'un de cultivé, mais on y arrivera. On y arrivera un moment. Alors j'ai une question peut-être. Non, vas-y. J'ai une question là, mais qui est en triptyque. Quel est votre rapport au sport, à la nourriture et à la minceur et peut-être à la représentation du corps féminin sur les réseaux sociaux? Bah commence. Ok. Mon rapport au sport, je pense qu'il est pragmatique et qui peut parfois être malsain. Je sais quels sont mes objectifs, je connais mes limites et je n'essaye pas absolument de me fixer des objectifs qui me font du mal. Là, je parle de la performance. Moi, je sais que je suis pas quelqu'un de très rapide, ça me va. Je suis pas quelqu'un de très fort, je sais que ça se travaille, que je pourrais. C'est pas forcément quelque chose que j'aime. C'est pas vraiment dans le sport performance, c'est dans un sport bien-être, entretien. Et ça me va. Voilà. Et ça me va. Et quand je dis il y a quelque chose de pragmatique aussi qui pourrait tendre au vice, à quelque chose de malsain, c'est qu'aussi j'admets que dans ma pratique sportive, il y a une recherche esthétique. Mais je pense qu'aussi, tu vois, les bodybuilders, les bodybuildeuses, c'est ça en fait. En fait, c'est ça. Oui. Il y a une recherche esthétique. En fait, ce serait naïf pour moi de nier cette recherche esthétique quand elle existe chez quelqu'un. C'est pas, ça devrait pas être tabou. C'est quand ça vire à quelque chose de malsain que
c'est dangereux. Mais en gros, que quelqu'un privilégie la force, l'endurance, la performance, ou le fait que dans le miroir, quand il se regarde, il voit que son muscle là, il a grossi par rapport à la semaine dernière. La cuisse, de telle à telle semaine, il y a c'est plus sec, c'est plus musclé, c'est plus volumineux. Moi, j'estime que c'est pas forcément malsain, c'est toujours les extrêmes qui sont malsains. En fait, ça dépend parce que je pense que des fois les résultats esthétiques de l'Aerox, je suis en mode et pourtant je pourrais pas m'en passer, tu vois. Mais c'est pas fait pour. Comment ça? C'est-à-dire que l'Aerox, en standardisant des mouvements pour permettre à tout le monde de comparer ses performances, ses résultats, c'est un sport plutôt complet, on va dire. Tu performes pas dans un domaine, tu dois être un peu fort en cardio, un peu fort en muscu, mais ce que soulève Inès, t'en es pas capable. L'Aerox a été fait pour être complémentaire, mais en général, j'en parlais avec mon mec, quand tu vois par exemple des mecs hyper taillés qui s'exhibent sans t-shirt, ils font pas que ça. Il me dit, c'est rare qu'un mec ne fasse que de l'Aerox pour se faire un... Ah oui, bien sûr. Ça n'existe pas. Pour moi, c'est ça, il me dit, c'est pas un sport qui est fait pour l'esthétique. Voilà, exactement, c'est pas un sport qui est fait pour l'esthétique. Et est-ce que tu penses que dans la pratique de la force, la question derrière, c'est quelle est la motivation principale? Est-ce que c'est avoir un beau corps ou est-ce que c'est autre chose? Et toi, tu me dis, est-ce que ta motivation principale, c'est quoi en vrai? Moi, je pense que... je pense tu vois, est-ce que c'est avoir est-ce que... bien-être et esthétique. Voilà. Je les mets au même niveau et je pense que parfois, il y en a un qui prend le pas sur l'autre, mais qu'après, le bien-être revient, l'esthétique voilà. Voilà. Évidemment que moi, j'ai envie de me sentir belle gosse dans le miroir, etc. Mais en vrai, la première motivation quand je vais à la salle, c'est pas de me dire, comme ça, je vais avoir des abdos et ça va être bien, tu vois. Enfin, sinon, je ferais pas ça, quoi. Et toi? Moi, je pense que ça a évolué. J'avais, je pense, 14-15 ans. J'avais un rapport au sport qui était très malsain dans le sens où je m'entraînais 2 fois par jour, le matin et le soir, et on était en pleine période Covid. Ouais, putain. Moi, j'habite dans un appart, donc en vrai, j'ai vite fait le tour. J'ai vite fait le tour. Et c'est vrai qu'il fallait quelque chose qui me stimule et je voulais pas rester constamment sur les réseaux sociaux qui étaient devenus, vis-à-vis du Covid, la situation a été très anxiogène. Donc il fallait quelque chose qui me sorte de ça et j'avais découvert justement les vidéos durant Covid, Chloé Singh et tout le temps, les challenges, etc. Exactement. Exactement. Et donc je m'entraînais le matin et le soir avec plus de cardio, etc. Et j'étais vraiment tombée dans quelque chose de je m'entraîne uniquement pour perdre du poids et pour ressembler à quelque chose. Et en fait ça a T'avais un objectif physique en priorité. J'avais un objectif physique qui était en plus inatteignable puisque je ne fais pas partie des filles qui peuvent être très minces et très skinny. Enfin, je l'étais plus jeune, mais c'était avant d'avoir tout ce qui est puberté, etc. D'ado, enfin de pré-ado, quoi, oui. Je poursuivais quelque chose qui était de fait impossible et ça a entraîné énormément de restrictions alimentaires, énormément de contrôle alimentaire là-dessus, on saute des repas par-ci par-là. Voilà. C'est important de dire qu'en fait tous les corps ne sont pas accessibles à toutes les morphologies. Déjà quand t'as compris ça, tu avances. Parce qu'en fait quand t'es gamine et quand t'es plus jeune, je vois chez les élèves, elles ont toutes des corps plutôt très minces, etc. et tout. Mais en fait en grandissant, tu te rends compte que tous les corps ne sont pas accessibles à toutes les morphologies en fait. En tant que femme. En tant que femme, Une fois que t'as grandi et que t'as ton corps d'adulte. Et en fait, il y a un truc qui se passe vers 25 ans, il y a ce qu'on appelle la seconde puberté. Ne regardez pas là. Mais moi, avec toutes mes copines, vers 25 ans, on a remarqué un truc, ça s'appelle la seconde puberté. C'est un moment où perdre du gras, ce sera plus pareil. Tu passes à la ménopause, hein. C'est plus pareil, mais tu vas commencer à stocker au niveau un peu des hanches. Tu manges, c'est plus comme avant, quand tu vas manger ton McDo et ton tacos. C'est plus comme avant, c'est un moment, tu manges ça, et il va se voir. Tout ce que je mangeais quand j'étais jeune, je me demande maintenant comment je suis pas devenue obèse. Après, j'ai toujours été sportive, mais on n'a plus du tout les mêmes métabolismes. Les pains au lait par 10, là, je mettais du Nutella dans chacun, je les trempais dans du lait, je me faisais 1 litre de lait, mais à chaque goûter. Ça, c'était juste un goûter, je pouvais rajouter des trucs derrière. Et d'ailleurs, l'appétit, je pense qu'on peut on pourra en parler peut-être après. Moi, j'ai toujours eu un appétit monstrueux. Moi, je peux manger 3 pizzas au calme à la suite. Et en fait, il y a des femmes qui me disent « Ah bah déjà, comment tu fais ?» Moi je dis « Mais comment tu fais toi pour pas finir ton assiette ?» Et en fait, qui sont minces sans avoir à y penser. Et en fait, nous on va les jalouser alors que juste on n'a pas la même morphologie, le même métabolisme, la même faim. Et oui, je pense que tu découvres ton vrai corps. Enfin, peut-être après, les femmes de 40 ans doivent rigoler en regardant cette vidéo ou de 50 ans. Mais à partir de 25 ans, tu découvres ton vrai corps et ton vrai métabolisme. Il arrive à ce moment-là. Parce qu'avant, on a tous un peu le même métabolisme, on bouffe n'importe quoi. En tout cas, pour l'essentiel, globalement, skinny, en bouffant des conneries. Et après 25 ans, là tu comprends que... Et mais toi, je pense que ça n'a pas le même effet parce que t'es très musclé. Et donc le fait... 4 ans encore, j'ai 4 ans devant. J'ai 4 sur 6. Le fait de brûler les graisses, c'est pas du tout pareil quand on est musclé, voilà. Il est supérieur. Ouais, je pense. Non, franchement, du coup, je pense que le rapport au corps, il change parce qu'effectivement, je me suis restreinte, etc. Et je poursuivais quelque chose qui était impossible pour moi. Et je le savais pas puisque j'avais 15 ans, j'avais pas suffisamment de recul, même sur la pratique alimentaire, sur la pratique sportive. Franchement, je pourrais en
perdre les genoux. J'avais horriblement mal, déjà parce que je n'avais pas les bonnes chaussures, mais aussi parce que je m'épuisais fondamentalement. Je connaissais pas bien les fondamentaux pour m'entraîner, notamment en course, et je me suis épuisée. Et c'est quand je me suis inscrite à la salle de sport que cette tendance elle s'est inversée, puisque bon bah pour aller à la salle de sport, pour pousser de la fonte, t'es obligé de manger. T'es obligé de manger. Et c'est pour ça que ça me fait rire. J'ai reçu un message en mode oui, les physiques de type muscu, Aerox très sec, etc. Vous faites la promotion de la minceur au même type que les pilates girly ou les filles qui font juste de la marche rapide sur tapis, etc. Je ne dénigre aucune pratique sportive, mais en fait les gens comprennent pas que pour aller soulever la fonte à la salle, il y a un moment t'es obligé de gras et c'est pas pareil en Faut fait. de l'énergie. Faut T'es obligé de manger. et on s'encaisse notamment en force. J'ai des séances qui vont jusqu'à 2 heures parce qu'il faut prendre en compte. Oh là là là. 2 heures. Il faut prendre, en fait, tout dépend. Alors, tout dépend de la séance. Effectivement, il y a des séances de 2 heures. Oui, je les ai passées parce que je rigolais avec les copains, parce que c'était marrant, etc. Généralement, moi, je table à 1h30. C'est énorme, 1h30. En fait, moi, c'est une limite devenue normale. Donc, je bloque vraiment ce créneau-là. Je mange avant d'y aller. Bon, avant, quand je m'entraînais pour l'esthétique, là, moi, je pense que je m'entraîne vraiment pour les performances. Je dirais performance, mais je reste, enfin, il y a quand même une visée physique où, je sais pertinemment que ce que je fais peut m'apporter un très bon physique, un physique musclé d'autant plus. Mais effectivement, pour le coup de fourchette, j'ai compris que, in fine, j'étais pas quelqu'un qui devait se restreindre. J'aime bien manger, je suis une bonne vivante et je me prive pas. Et j'ai compris comment justement agencer les assiettes, etc. sans forcément les calculer, sans forcément, je dirais même pas en mettre trop, mais juste bien les agencer pour que ça me convienne à moi, pour que moi ensuite je puisse performer ensuite, bien récupérer aussi. Et voilà. Donc maintenant je m'entraîne, je pense, plus pour la performance et après il y a quand même... le motif pour bien changer, mais même si là évidemment le fait d'avoir un physique qui nous plaît, c'est une conséquence, importante. Surtout quand tu vas à la salle, t'as des miroirs partout, voilà. le vestiaire, quand tu t'entraînes, etc. Pour moi, ce serait mentir si moi, personnellement, je m'entraînerais pas pour le physique. J'en ai conscience, j'ai réussi vraiment à forger un physique qui me convient, mais ça reste quand même quelque chose qui peut me motiver, etc. Donc, non, je suis pas hypocrite là-dessus et je pense que je m'entraîne aussi pour ça un peu, quand même. C'était quoi ta question? C'était la représentation du corps féminin sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'elle a évolué et en bien ou en mal aussi, savoir ce que vous en pensez? Je sais que tout à l'heure tu disais que toi, il y a eu du bien. Ouais, en fait je prends ça avec des pincettes parce que je sais qu'il y a un peu deux faces et je me situe un peu entre... Quand moi j'ai commencé, que j'avais environ 15 ans, on est 5-6 ans en arrière, 2019-2020, on était sur des physiques, Chloé Singh, Pamela, etc. Très fin, très sec, abdos apparents. Angéline, des abdos apparents et... Pas très musclé, et haut du corps très peu développé, hein. Oui, très sculpté, je dirais très athlétique. Tonique un peu. Ouais, tonique, athlétique, etc. C'était, en tout cas quand j'ai commencé sur YouTube, des standards de beauté féminin qu'il y avait et qui poussaient certaines jeunes femmes à aller justement chercher ce genre de physique là. Et ensuite quand j'ai commencé la salle et que j'ai compris en fait que mon physique moi me permettait de prendre notamment du haut du corps, du bas, etc. Et en fait il y a eu un autre truc qui s'est passé où j'ai commencé à tomber sur des filles véritablement musclées et qui n'avaient pas peur même de le revendiquer parce qu'on sait la femme musclée en société c'est encore un débat un peu paradoxal parce qu'elle se fait accepter mais en même temps elle se fait dénigrer et en même temps il y a plein d'injonctions qui se mélangent. Là à l'heure actuelle je tombe sur des physiques qui moi me correspondent sans forcément les poursuivre véritablement. Je tombe dessus et je me dis purée, on y est arrivé. En fait, il y a une forme où on y est arrivé à ce genre de physique. Parce que forcément, moi j'ai des cuisses, j'ai des formes. Je suis quelqu'un de très sculpté au niveau du dos, notamment des épaules. Donc tout ce qui pourrait être considéré comme masculin. Pour autant, je suis tombée, que ce soit chez les Américaines, maintenant chez les Françaises, il y a plus en plus de femmes qui justement créent du contenu là-dessus. Je trouve ça génial. Mais pour autant, je sais qu'il y a sur les réseaux sociaux quelque chose qui l'ordre un peu de tout ce qui est trend un peu... C'est important, pardon. Qui est trend un peu clean girl où vraiment on va chercher la fille un peu parfaite, un peu très angéline, très sculptée, etc. Ou tout ce qui se passe sur TikTok aussi, hashtag skinny top, les trucs comme ça, etc. C'était violent. Et ça c'est super violent et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a autant du mal que du bien. Parce que d'un physique comme moi avant, il y en avait pas. Ouais, en fait tu trouves que les femmes musclées maintenant sont représentées sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup. Voilà, plus, oui ça je suis d'accord avec toi. Énormément et des jeunes femmes qu'elles baignent dans le milieu sportif ou pas, en fait, se dévoilent et c'est trop cool parce que il y a de plus en plus de filles, de femmes qui vont à la salle de sport et qui justement ont besoin que ces corps-là émergent parce que ça reste la pratique de la musculation, etc. ou autre d'ailleurs à la salle reste très masculine. Et il y a énormément encore de zones masculines. Je trouve que sur les réseaux sociaux, c'est ça aussi qui est trop cool, un rapport au corps qui est différent. Et puis même de voir dans son algo juste de voir des représentations de femmes musclées. En fait, plus t'habitues ton œil à voir des femmes musclées, plus en fait tu trouves ça beau. Même moi au début j'étais en mode et plus j'en vois, puis je suis en mode putain. C'est ça, en fait c'est le résultat d'une discipline et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est moi en soi je m'en fiche un peu, tu vois. Ouais, mais moi je pense que plus t'accoutumes ton œil à regarder, plus de facto tu vas aimer en fait.
moi je sais pas. Je pense que quelqu'un qui fondamentalement verra la femme musclée comme quelque chose de Mais il changera pas d'avis, mais sur esthétique. les images. Ouais, on lui met plein. Pour moi, il changera pas. Il y a des gens qui ne changeront pas d'avis, je pense. Ok. Ils seront très fermés. Il y en a qui vont changer d'avis et tout. Moi, je pense qu'il y en a qui changeront pas d'avis. Et en soi, enfin, je veux dire, c'est pas grave. Dans le sens où la femme musclée qui est en face de toi continuera de s'entraîner. Il y en a qui kiffent les bibis, hein, je vous dis. Il y a des gens qui aiment. Il y en a qui aiment, oui. Il y en a qui mangent, il y en a qui mangent, il y en a qui mangent. Il y en a qui veulent, il y en a qui veulent. Tu vois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'on a avancé. Il y a quand même des tendances qui sont revenues sur tout ce qui est maigreur, perdre du poids, etc. Voilà, moi je pense qu'il y a du bon comme il y a du mauvais. Vraiment, on est dans cet entre-deux. Et du coup, je pense que Mathilde, elle a un algo sur les réseaux sociaux, elle a une consommation des réseaux qui est totalement différente de la tienne, où toi, tu vas avoir des représentations de corps forts, athlétiques, dans la performance, de femmes qui exhibent leur musculature, alors que Mathilde, elle a un algo totalement différent. Et tu sais ce qui m'a choqué un truc chez toi? C'est quoi? D'ailleurs, j'ai fait pareil après. Ouais. C'est pire, c'est que tu m'as influencé, tu m'as choqué, Merde. influencé. T'avais mis en fond d'écran une femme Ouais. extrêmement mince. Extrêmement mince, comme un objectif que tu te fixais en regardant tous les jours. Et moi, j'ai mis la même, mais avec une fille plus musclée. J'ai fait pareil. C'est-à-dire que j'ai modifié en me disant, il faut que j'arrête Tu pourrais mettre, d'avoir... tu pourras me donner la photo qu'on la Ouais, mette à l'écran. bien sûr. Il faut que j'arrête d'avoir comme idéal un corps qui, morphologiquement, n'est pas le mien. C'est-à-dire Mais que même oui. si j'étais Même en arrêtant plus de mince, travailler. moins grasse, Ah plus non. musclée que maintenant, en fait, j'ai des hanches, mais les hanches, c'est des os. Et le pire, c'est que je les aime bien, mes hanches. Le fait de... Et voilà, même d'avoir en ça. manchant de l'air, t'aurais jamais pu ressembler à la meuf Mais- qui était déjà très grande. Et le pire, c'est que c'est pas ce que je veux. Je veux être en bonne santé, je veux être musclée, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de stocker du gras qui m'insupporte, qui me fait souffrir. Vraiment, Alors- qui me fait souffrir. On peut parler peut-être du rapport à la nutrition, Mm. rapport au corps, rapport à un idéal qu'on aurait. Enfin, la conséquence, c'est que t'as été influencé par les images des réseaux sociaux et ça a modifié la perception de ton propre corps au point où tu t'es fixé comme idéal une fille qui, morphologiquement, n'a rien à voir avec toi. Oui et non, je pense que en fait c'est plutôt mon cerveau qui sait pertinemment que ce corps-là je l'aurai jamais. Ok. Franchement là-dessus c'est ok, mais c'est plutôt de se dire bon quand il y a un truc qui va t'éloigner de ton objectif du genre manger 3 pizzas, quand ça te traverse l'esprit, tu te dis bon tu regardes une meuf qui elle doit pas manger 3 pizzas, bon bah fais pas ça. Ah, Mais ok. en fait c'est débile parce C'est un que rappel à l'ordre en quelque sorte. exactement, c'est plus un rappel à l'ordre, mais qui est malsain, que j'ai arrêté et j'ai commencé à plus suivre des meufs. D'ailleurs, l'algorithme, ça s'éduque, hein. On commence à me proposer plus de meufs, tu sais, running, sèches, mais musclées. Ouais, Tu vois, ouais. avec des cuisses, tu vois, Ouais, les, tu vois les- les tu vois ischios les derrière, quadriceps. les quadriceps bien apparents, bien saillants. Poliane, qui Oui. faisait d'ailleurs du bodybuilding avant, bah elle, par exemple, Pauline, elle est petite, elle est musclée, mais et elle parle de son rapport au corps qui a été compliqué. Elle a fait un épisode de podcast avec Nassim Saïli. Oui, très Je le intéressant. trouve passionnant et elle parle des TCA, elle parle de tout Ouais, ça. et Pauline, pour moi, elle est encore dans une recherche d'un physique très... Elle est quand même très Eh ben, sèche, je pense que etc. si je me voile pas la face, moi c'est ça. C'est ça que t'aimerais? Ouais. Ah merde, attends. Ouais. On va faire une petite pause. On a été trop bavard. On a été trop bavard. Ouais, je pense qu'il va faire C'est du bon bip s'il nous lâche. Ouais, Là, on se voit bien? ouais je pense. Eh ben écoute, parfait. La caméra a coupé. On était sur l'alimentation. On était sur l'alimentation et sur l'idéal de beauté. Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez que la société est grossophobe? Oui. Ça, bah oui. Bah non, mais il y a même pas de débat. Oui, c'est sûr. Et je pense que, en fait, je pense qu'il existe même des codes sociaux tacites dans le sens où, forcément, quand tu te présentes, par exemple, à un employeur, ou tu te présentes même rendez-vous amical que tu rencontres la première fois ou quoi, je pense que tacitement, Dans le dating même. Enfin. ouais, ou je pense, ouais, dans ça, je pense que c'est vraiment fondamentalement encore grossophobe. C'est marrant, c'est que ça peut aller dans les deux sens. C'est que tu peux te faire discriminer à l'embauche parce que tu es gros et que de facto être mince et d'être dans les standards de beauté, c'est un capital. Et de l'autre, tu vois, j'avais rencontré un mec en finance qui me disait que quand il embauchait, il prenait pas de meufs belles. Il évitait les meufs, encore moins les meufs belles, parce que ça pouvait créer des frictions avec les financiers, etc. Tu vois. Ok. Donc d'un côté, une meuf, t'es toujours baisé de manière. T'es trop belle, t'es pas assez, aïe aïe aïe. Mais c'est intéressant, j'ai posé cette question-là à ma copine qui, elle, est sortie de l'obésité et je lui ai posé la question, ça m'a surpris, elle m'a dit non, moi je ne pense pas que la société soit grossophobe. Après, elle prenait en exemple sa vie, son point de vue. C'est-à-dire qu'elle, de son point de vue d'ancienne obèse, elle s'est jamais sentie discriminée Non. par son poids. Elle a rencontré son mari quand elle était obèse, elle a continué à prendre du poids, elle avait un travail, elle se sentait intégrée dans la société. Ouais, c'est... Enfin, Elle en souffrait individuellement. peut-être qu'on a peut-être que nous on a un imaginaire de si
j'étais grosse, on m'aimerait moins, ou si j'étais plus mince, on m'aimerait plus. Peut-être que nous on se dit ça, je sais pas. Alors qu'en vrai, je sais pas. Écoute-moi, ma seule relation de couple aussi, je faisais 75 kilos. Depuis que j'ai un corps d'aéroxeuse, bizarrement les hommes font que miskin. Je sais pas s'il y a un lien. Non. Non. C'est nous, on est dur avec nous. C'est nous, on est. Non mais après, c'est quand même documenté sociologiquement, scientifiquement, que la société est grossophobe. Ah mais c'est ce que j'allais te dire, en fait moi je m'appuie sur un livre dans lequel j'ai replongé pour préparer cette vidéo qui est Le poids des apparences de Amadieu, donc qui est un sociologue et qui s'est appuyé sur des expériences notamment aux États-Unis parce que forcément il y a certains critères soit ethniques, soit physiques On peut pas faire en sont France. tabous ou interdits tout simplement en France évidemment. Mais donc à l'échelle internationale en fait il se demandait si les standards de beauté sont quand même universellement les mêmes. Il parlait du capital beauté, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. En fait, ce qui ressort, c'est que certes, de manière culturelle, on peut avoir des divergences, de manière individuelle, on peut considérer que toi, tu préfères ça chez un homme ou à ça, etc., ou chez une femme, mais qu'on peut s'entendre sur le fait que les extrêmes sont discriminés, maigreur extrême ou grosseur extrême, parce que plus ou moins consciemment, on intègre ça à des problèmes de santé. Dans le cadre de la volonté santé et de manque de volonté. Alors oui, c'est clair que ça a des conséquences sur ce qu'on induit sur la personne, sur comment elle est psychologiquement. En fait, on se dit si elle a tel physique, elle est comme ça. Oui, et voilà. notre cerveau associe le bien au beau. Ouais, c'est ça. Enfin, le beau au bien, le mince au beau et donc au bien. On prête plus, on embauche plus, on fait plus confiance à quelqu'un qui est mince qu'à quelqu'un qui est gros. On attribue des qualités morales à un physique. Exactement. Et en même temps, quand tu vois quelqu'un d'archi musclé, tu dois forcément dire, ah oui, c'est quand même quelqu'un qui tous les jours va à la salle, qui est quand même fait preuve d'une certaine forme de persévérance, mais c'est pas parce que t'es plus rond que t'es pas persévérant non plus. Non, mais ça induit des conclusions problématiques. On fait des corollaires qui n'ont pas lieu d'être et qui tendent à discriminer les gens parce que l'être humain aime catégoriser. Il y a aussi l'effet de halo. Tu vois, on va considérer que quelqu'un qui a telle qualité va avoir les autres qui vont avec alors que ça n'a pas été prouvé. Tu n'as pas constaté cette personne dans une situation qui effectivement a les qualités que tu lui prêtes. Et donc je pense aussi que la société est grossophobe. Mais de manière, si la société n'était pas grossophobe, en vrai, pourquoi on se casserait autant la tête à vouloir être mince? Pourquoi on culpabiliserait dès qu'on mangerait un dessert? Enfin, il y a quand même des vécus, tu vois, genre moi, ce serait pas une préoccupation si majeure d'être dans les standards de beauté et d'être mince si la société n'était pas grossophobe. Certes, mais moi j'ai toujours été plus appréciée, que ce soit par les femmes qui admirent mon corps ou par les hommes qui me désirent, quand j'ai eu plus de kilos. Ah ouais. Alors que moi je me déteste, je peux pas me voir en peinture. Quand je prends du gras, je m'insupporte. Et j'ai aussi eu un complexe avec mes fesses. Il s'avère que j'ai un fessier que je tire de mes origines probablement. Ou en tout cas c'est là que je prends plus quand je prends du Il y a poids. des meufs qui font des BBL, toi tu... Mais oui, il y en a qui rêvent de ça. Ouais. Et moi, franchement, il y a eu un moment de ma vie où c'était très pesant, très problématique psychologiquement. Parce qu'en fait, ça ne me permettait pas d'être invisible dans l'espace public et de juste traverser la rue sans subir un sifflement, une insulte. Ah ouais, Un truc. En fait, comme j'ai des fesses, je suis objet de désir pour n'importe quel pékno. Comme une meuf qui a des gros seins, s'autorise à comme une meuf qui a parler. des gros seins, tout de C'est suite ça. c'est sexualisé quoi. Exactement. Et en fait, t'as pas choisi d'avoir des gros seins. Et effectivement, il y a des meufs qui ont pas de seins et qui rêveraient d'avoir ta poitrine ou même la moitié ou pas. Mais on choisit pas. Ouais. Tu vois. Et moi, c'est vrai que autant il y a eu une période de ma vie où je voulais ces hanches, ce truc bouteille d'orangina que j'assume et peu importe ce qu'on pense de moi, autant après quand je suis revenue à un idéal plus mince ou en tout cas moins gras, parce que je souhaite pas forcément être mince, je veux juste cette putain de cellulite, j'en veux Ouais. plus. Et c'est marrant parce que sur d'autres femmes, je trouve plein de femmes rondes très belles, je trouve plein de corps féminins très beaux, mais pour moi, je suis incapable de me dire, peu importe tes fluctuations de poids, trouve-toi belle et accepte-toi. Et j'ai l'impression d'être hypocrite, c'est très Ouais, c'est dissonant en fait. C'est dissonant de pas être capable d'appliquer pour les autres ce que Ouais. tu... Enfin, C'est toi-même ça. quoi. Et en fait, je me parle mal à moi-même, je me dis, mais là, je me trouve dégueulasse, je peux pas me voir en peinture, mais je suis immonde, et Ah, toi pourtant, t'es je méchante, m'habille, toi hein. t'es méchante Ouais, je avec suis toi-même. méchante avec T'es moi-même. méchante. Ouais. Et en plus, t'es méchante en acte aussi. Des fois, tu t'es fait des régimes, ChatGPT, ils étaient méchants aussi. Hein. Bah, étrangement, non, parce que Ah bon quand je suis en mode sèche, en Non. mode... Et des fois, tu t'es fait des régimes low calories, low. Oui, enfin, non, ça c'est des extrêmes. Mais par Ok. exemple, quand je suis en mode, je mange tout le temps la même chose pendant 3 mois, du thon, des sardines, des haricots verts et une source de glucides, mais en petite quantité, genre du blé, et que je mange ça dans un tunnel pendant 3 mois, et ben en fait, il n'y a pas la friction de la décision. Je me sens bien dans mon corps parce ok. que bah, je réalise que voilà. Et il n'y a pas de se dire ah bah oh j'ai envie d'une pizza et tout. En fait, je me suis mis dans un tunnel et Ok. je mange tout le temps la même Plus chose. libre Je me arbitre, sens bien donc, physiquement, je me sens bien mentalement.
et j'ai pas cette décision à prendre qui me fait souffrir parce que il y a une culpabilité derrière et tout. Donc oui, c'est extrême, mais pour le coup, c'est pas les extrêmes dont tu parles où pas manger égale maigrir, et ça c'est malsain, c'est voilà. Étrangement, l'extrême de juste manger tout le temps la même chose pendant 3 mois en étant très sain, trop sain, je sais pas comment il faut dire, mais très monotone pendant très longtemps, bah ça psychologiquement ça me va mieux. Ok. En fait, là où me faire un petit plaisir de temps en temps, bah en fait ça ouvre la boîte de Pandore. Et après, bah, je rentre dans un tunnel de 3 semaines où je gâche tous mes efforts pour atteindre mon idéal, gna gna gna. Et est-ce que tu t'es déjà senti mal dans ton corps par rapport à ce que tu voyais sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as déjà souhaité avoir un autre type de physique? Oui, très honnêtement, oui. Oui, bien sûr. Quand j'étais plus jeune, forcément. En fait, j'avais pas encore la notion de justement, mon corps peut pas atteindre ça et donc je n'y arriverai juste jamais. Donc toi, morphologiquement, tu sais que tu pourrais jamais être une skinny? Non. Contrairement de ma petite sœur qui, elle, est très longéline, les abdos tracés, etc. C'est une question d'ossature d'os, je crois. Je sais pas. Morphologie. Ouais, je sais pas parce que ma soeur, étrangement, elle fait 1m65 et est très longéline, etc. Okay. Elle a clairement le physique que je voulais quand j'avais 15 ans. Et je pense que les expériences que j'ai eues moi font que ma petite soeur ne va pas aller vers ce terrain-là, des potentiels troubles, etc. parce que je saurais lui expliquer. Mais soit, moi, en ce qui me concerne, oui, j'ai voulu poursuivre cet idéal trop fin, très tracé, etc. et très longéline avant de comprendre que c'était pas pour moi et que je pouvais tendre vers des physiques musclés tout en étant aussi tracé. Et ça fluctue forcément avec ce que je mange, les périodes de l'année, les périodes d'examen, forcément, où là j'aurais dû forcément... le cortisol, mais méchant, les conseils, Franchement, j'ai jamais été sujet à tout ce qui est gonflement, ouais. etc., de stress, parce que moi, avec tout ce qui est stress d'examen, moi, généralement, je perds du poids. Effectivement, tout ce qui est stress, angoisse, etc., c'est dingue. Perdre énormément. Ouais, ça fluctue vraiment. Ça fluctue. Là, récemment, je suis partie en vacances chez de la famille près de La Rochelle. J'ai emmené des tenues de sport avec moi et j'en ai pas fait, parce que justement, je voulais me retrouver en famille. Profiter. Ouais, profiter. Je viens d'une famille où vraiment on mange de tout, autant des légumes, autant on sait se faire plaisir, etc. Il n'y a jamais eu une question de restriction alimentaire, on mange comme on a envie de manger, et j'ai mangé de tout, autant des choses sucrées, des glaces en dessert, des légumes, des fruits, et on varie. Et en fait, la particularité, c'est que quand bien même j'ai pas fait de sport, en fait j'ai bougé. Donc je suis allée baigner, piscine, plage, etc. Mais ça n'empêche que quand je suis revenue des vacances, je me suis dit, sans forcément faire le check, parce que je savais que ça allait me plonger dans quelque chose d'assez mal, enfin c'était pas le drame du siècle, mais voilà. Effectivement, j'ai constaté, forcément j'étais un peu plus flottante au niveau du ventre. Ouais, j'avais stocké, mais comme toute personne qui part en vacances et qui ne pratique pas de sport spécialement pour ça. Et j'ai repris et je pense que j'ai voulu laisser aussi le truc de ok, je vais faire le check de tout ce qui va pas, de tout ce qui c'est vacances, parce que in fine j'ai passé des très bonnes vacances et mes proches, ma famille m'ont pas aimé parce que j'avais à tel endroit, j'avais la ligne du quadriceps qui disait que j'étais musclée, à telle épaule ils se sont dit purée, ils m'ont pas aimé pour ça, ils m'ont aimé parce que j'ai passé du temps en famille, etc. Mais oui, bien sûr, après je suis très dure, je suis comme Mathilde, je pense que intérieurement envers moi-même, je suis très dure avec moi-même. Dans mes pratiques, etc. Je suis très dure. Je trouve qu'on est horrible à l'égard de nous-mêmes alors qu'à l'égard des autres femmes, mais j'ai jamais un dixième de l'attention, de la méchanceté que j'ai à mon propre corps. Mais franchement, c'est une dinguerie. C'est une folie. Et puis pareil, je suis de la team de Mathilde, j'ai de la cellulite au niveau du derrière des cuisses, des ischios. Et j'ai mon plus gros complexe là, ce sont mes jambes. Et pourtant, elles sont musclées, etc. Mais j'ai encore beaucoup de mal. Je ne peux pas sortir en short. Typiquement, je ne mets jamais de short. Je mets toujours des jupes longues, des pantalons fluides, etc. Mais oui, je suis très très dure là-dessus. Et je suis très très dure, je pense, avec moi-même. Mais pareil, sur certaines périodes, là, les périodes de vacances, etc. Ou les périodes un peu plus tranquilles où j'ai pas d'école, où je pense juste j'ai mon petit job, j'ai mon petit truc, etc. Voilà, je vais pas prendre parce que je sais que ça va aller. Mais quand justement j'ai la tête dans le guidon à me dire ok, déjà à l'école, peut-être que je me suis mangé une mauvaise note, du coup je suis de mauvaise humeur. Un client qui m'a un peu embêté au taf, du coup je suis de mauvaise humeur. En fait, il suffit que je regarde dans le miroir, je me dis mais en fait tout va pas. Vraiment tout va pas. Et je regarde juste si ça filme encore. Cette question de rapport au corps, oui, je suis très dure, mais je suis alors pas trop au régime, etc. J'ai préféré jamais calculer ni autre. Je savais que moi, dans mon cas, je suis quelqu'un qui a tendance à vraiment aller très dans les extrêmes quand j'ai un truc en tête. Jamais. Donc j'ai vraiment fait qu'au plaisir. Mais effectivement, je suis très dure. Je suis très très dure. Et je pense que pareil, quand une femme à la salle de sport vient me demander qu'est-ce que j'ai pas fait. Ça va, là Ouais, ça va. On va attendre, petite pause. Exactement. Tu comprends. Ah non, je laisse tout, meuf. Je fais pas de montage comme toi. Laisse tout. Il venait de voir l'éternuement. Ça va, t'aurais pu péter ou... Ça va. Je vous ai épargné ça. Mais ouais, du coup, je suis un peu team Mathilde dans le sens où moi-même, ça va être compliqué. Si vraiment une femme vient me demander à mon physique, mais je vais pas avoir une once de méchanceté et je vais plutôt l'encourager à vraiment être beaucoup plus chill et justement ne pas commencer dès qu'elle
qu'elle commence à genre tout calculer, et ceci, et cela, et machin. En vrai, le but un peu de ce pourquoi je m'entraîne, c'est me faire kiffer aussi. Bah ouais, c'est ça. J'apprends petit à petit à le faire, mais j'avoue qu'il y a des périodes où je me déteste fondamentalement et profondément. Donc tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et moi, je pense que tu vois, cette détestation, elle est, en tout cas une grosse majorité, des représentations médiatiques du corps de la femme et notamment des réseaux sociaux. Moi, je suis sûre que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on se détesterait clairement pas autant. Oui, après, avant, il y avait les magazines aussi. Oui, voilà. Ça, Oui, en fait, tous les médias, c'est tout ça Ouais, qui c'est ça, s'inspire, parce que j'en parlais avec Zabine, elle me dit oui, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. En fait, toujours la minceur a été encensée. Et par contre, je pense que c'est cyclique, un peu comme la mode, un peu comme plein de tendances. Si je remonte à l'époque de Sophia Loren, tu vois, c'est le sexe symbole féminin de la femme avec des formes, avec des hanches, femme sexy, femme du peuple par contre. Il y a un truc, mais la femme mince et la femme riche, la femme voluptueuse et la femme d'en bas, quoi, la femme émancipée, libre. non, un peu frivole, légère. Ouais, légère. Il y a une connotation, en tout cas, si t'as des fesses, si t'as des hanches, C'est une connotation d'une sexualité un peu délurée. Ouais. Tu sais, il y a un truc un peu comme ça, alors que la minceur, c'est la noblesse, la grâce. Ouais, il y a de ça. Il y a une connotation qu'on maîtrise pas, c'est-à-dire qu'on décide pas d'avoir telle ou telle morphologie de base, d'avoir telle ou telle génétique, et pourtant va être associée à notre physique une étiquette. Une étiquette, qu'on même, maîtrise pas. une forme de sexualité. Ouais. Tu vois, comme on dit, elle est tu vois, par exemple, ma copine Maïté, comment on appelle ça, pulpeuse. Ouais. Les pulpeuses, c'est quoi? Un peu sensuel, Ouais. c'est quelqu'un qui aimerait un peu le SEXE. Tu vois, alors qu'une meuf mince, je pense qu'on a moins tendance à la sexualiser et moins tendance à lui attribuer un c'est sex marrant. appeal, une vie sexuelle et tout. C'est marrant parce qu'à l'inverse, je dirais aussi qu'il y a ce corps juvénile Ah voilà, et encore ce qui est l'idéal de certains hommes qui est de plus en plus dénoncé aujourd'hui, mais c'est-à-dire que tu te retrouves avec des soixantenaires ou plus se tapent qui des se meufs tapent qui- des 20 piges Ouais. parce qu'elles ont des jambes toutes fines et on dirait des gosses, quoi. Et Et en même temps, je critique pas ces femmes-là d'avoir le corps qu'elles ont. Chacune fait avec ses complexes, ses troubles ou autres, mais il y a quand même, de manière plus ou moins directe, une injonction qui pèse sur le corps de la femme au point que, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les vertugadins, je crois. C'est les cerceaux plus machin, qui étaient associés à un corset qui faisait peser sur les côtes plus de 40 kilos de pression, au point qu'il y avait des fêlures, ça arrivait, c'était rare, mais il y avait des fêlures de côtes. Et donc, il y a toujours eu une injonction au corps féminin d'être de telle ou telle façon, mais plus le corps s'est dénudé, et plus il a fallu que ce soit pas le vêtement qui fasse donner une forme au corps, mais que ce soit le corps lui-même qui montre. ça me fait penser qu'il est à à la hauteur, quoi. ce truc sur les réseaux sociaux que je déteste. Skinny is your outfit. Genre en mode, t'es skinny, ça fait tout. T'as pas besoin de quoi que ce soit d'autre, t'es skinny, t'as tout quoi. T'as pas besoin du vêtement, t'as quoi que ce soit, t'as tout quoi. Et dans le tout délire gagné. skinny talk, il y avait aussi une tendance hyper dangereuse. Malheureusement, j'ai ressenti un peu, qui était de dire, tu sais, quand skinny est le truc le plus agréable que tu puisses exactement. ressentir dans tes Je sais plus comment c'était Oui, formulé. tu peux avoir aucun problème, je suis skinny quoi. C'est ça, C'est genre horrible. c'est tellement confortable de... Sauf quand t'es au resto que t'as envie de dire une pizza quoi, ça c'est. Ah, c'est clair. En fait, je me dis, la fois où j'ai réussi à atteindre un corps dans lequel je me sentais bien, où j'étais extrêmement mince, pour le coup, c'était une période où je me suis affamée. Et en fait, je me dis, mais c'est pas vivable C'est de invivable tenir au ça quotidien. toute une vie. Donc toute ma vie, franchement, il y avait des fois où j'en tremblais et j'allais à la salle. De toute manière, un mode de vie où tu peux pas, tu ressens comme pas tenable sur le long terme, c'est pas possible. C'est pas Il y a un moment, possible, c'est possible. pas souhaitable, Ouais, c'est pas pour toi. ni ton corps, ni ta vie. Et est-ce que tu préfères être skinny ou heureuse? Ouais, c'est clair. Et ou vivante, même juste vivante déjà, parce que je précise, et ça je l'ai lu avant d'arriver, l'anorexie est la maladie mentale la plus mortelle au monde. Ah ouais, je savais pas. Ouais. Dans quel sens? L'anorexie. Bah, Ça c'est-à-dire mais ça tu commences que tu. Dans le sens où, et Delphine de Vision, elle le dit dans son livre, c'est Jour sans fin, son livre, et son livre il est poignant parce qu'elle Ok. parle justement de cette anorexie qui l'a rongée et ça tue. Cette maladie, elle le dit, et c'est comme ça que je l'ai interprété, elle a deux morts, à la fois la mort psychologique, Ouais. puisque forcément t'es complètement sorti de ton corps et c'est pas toi qui commande, c'est la maladie, et t'es en proie à mourir en fait, parce que justement tu t'alimentes pas, et sur tous les aspects, et pour avoir regardé moult de vidéos là-dessus, ce sont des témoignages qui sont horriblement poignants, qui sont cruels pour la personne qui le vit, parce que ce n'est plus elle qui décide, c'est simplement la maladie. La personne va se pousser dans ses retranchements, dans ses restrictions, va se perdre dans ça, et c'est pour ça que cette maladie, elle tue, et elle continue de tuer et de faire de nombreux ravages, et en plus elle s'étend, il n'y a pas d'âge. Toute personne peut tomber là-dessus, en fait, et progressivement, sans s'en rendre
rendre compte. Là, c'était dans l'émission Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard, si je prononce bien. Notre reine. Notre reine à tous, qui justement avait invité des femmes d'à peu près tout âge qui avaient été victimes de cette maladie-là. Et c'était des femmes ou même des hommes aussi, parce qu'effectivement, il y a des hommes qui sont touchés de troubles du comportement alimentaire et donc qui témoignaient que ça s'est fait progressivement, un repas par-ci, une portion en moins. Et puis... Ah oui, donc c'est une descente progressive, tu n'es pas, enfin tu te réveilles pas un jour anorexique, c'est une descente qui est douce mais certaine quoi. Et ça vient d'un surcontrôle en général. Ce sont des gens qui ont profondément une force. On reproche parfois aux gens qui sont atteints d'un problème de santé mentale. Oui, bah t'as qu'à décider d'être autrement. Alors déjà, la maladie ne tient pas à la décision, enfin le fait de se soigner. C'est une histoire de volonté, on se Oui, voilà. Et en fait, il y a un terreau plus fertile à l'anorexie chez des gens qui, justement, ont l'impression de pouvoir tout contrôler, d'être dans l'hyper-contrôle. Et au fur et à mesure, ils se disent, bon bah j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Et en fait, tu disparais. Je pense qu'il y a un truc un peu rassurant psychologiquement de se dire j'ai la main mise sur... C'est ça, c'est parce que bah voilà, ça se déclenche généralement soit il y a eu déjà un mal-être vis-à-vis directement de la nourriture, des causes aussi liées à un trauma qui serait autre mais qui, pour quelconque raison, la personne n'aurait plus du tout contrôle sur sa vie extérieure. Au moins, elle a le sentiment, et c'est ça qui est d'autant plus traître, c'est que qu'elle a le sentiment de contrôler quelque chose. Or, ce qui est ironique et même triste à la fois, c'est qu'en fait, c'est elle, cette personne-là, qui se fait contrôler par cette maladie. Donc en fait, il y a un double jeu qui s'installe très... Ouais, c'est une dynamique très perverse en fait. C'est très... Bah, ça t'éloigne de tout, tu vois, socialement. Des fois, tu as certains rituels même qui s'installent pour certaines personnes qui, voilà, à telle heure, je peux pas manger parce que c'est comme ça. Elle pourra pas te l'expliquer autrement. Ou, bah voilà, elle peut pas aller typiquement au restaurant, ou elle peut pas... Et en fait, bah, c'est quelque chose qui t'éloigne socialement, familièrement, si la famille comprend pas, qui t'éloigne psychologiquement. Il y a du mensonge qui peut s'installer aussi. Ouais, En fait, pour faire croire que tu vas bien, tu dis que t'as déjà mangé, tu dis que non, t'as pas faim, que t'es un peu barbouillé. Tu manges et tu te vomir après quoi. Non, mais c'est clair que les compensatoires... Et c'est ce que justement décrivait Delphine Vigeant dans son livre, et même il y a eu plein de livres maintenant qui sont même faits pour justement les plus jeunes. Moi je sais que j'avais lu un livre, faudrait que je le retrouve, qui s'appelle Le complexe du papillon, où justement c'était une jeune fille qui avait entre 13 et 14 ans. Vraiment un petit livre, un petit ouvrage qui était justement fait pour les jeunes et qui justement mentait parce qu'elle avait des troubles du comportement alimentaire, elle a décidé de plus s'alimenter. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle en avait aussi dans ce livre le point de vue de son amie qui justement lui disait mais c'est pas possible de ne plus s'alimenter, qui comprenait pas justement l'engrenage. Parce que quand on n'est pas familier à ça, quand on n'est pas professionnel médical, etc., on ne sait pas trop comment réagir. Mais voilà, en tout cas, c'est une maladie qui isole, c'est une maladie qui tue et qui nécessite énormément d'accompagnement à la fois psychologique, social, familial et autres, et qu'il faut pas prendre à la légère. C'est pas un caprice. C'est pas un caprice des gens qui peuvent pas manger. J'ai entendu des choses ignobles du style oui, mais c'est simplement des gens qui sont privilégiés et qui délaissent la nourriture. Non, ça touche énormément de monde. Alors autant je pense que nos préoccupations d'avoir un corps qui nous plaît esthétiquement, ça je pense que c'est des préoccupations privilégiées et je le reconnais bien volontiers. C'est clair. On est d'accord, exactement. Autant la santé mentale, ça dépasse ce cadre-là. Par contre, il y a quelque chose qui me venait sur les expériences d'anorexique. Alors je témoigne pas en tant que, mais c'était un homme qui m'avait beaucoup touchée. En fait, il disait que quand il était dans cette période d'anorexie, il était en rémission, il était très fier du chemin parcouru, mais c'était tellement, ça avait tellement une emprise psychologique forte que pour se peser, il enlevait ses lentilles de contact. Non mais c'est dire que tu peux pas comprendre ce qui se passe psychologiquement quand t'es pas atteint, tu peux pas nier que c'est un problème psychologique et que ça demande, comme tu dis, un accompagnement. Moi, ce que je veux, ce que j'aimerais idéalement, c'est lever toutes les hontes qui concernent le poids, les troubles du comportement, qu'on puisse en parler sereinement sans avoir peur d'un quelconque jugement. En fait, je pense que ça ferait du bien à tous si on se lâchait la grappe. Je pense que tant qu'on fait primer la liberté et la santé, parce que là je pense à Ariana Grande qui est un sujet en ce moment, tant qu'on privilégie santé et liberté de chacun, parce que là je pense à Ariana Grande qui est un sujet en ce moment, tant qu'on privilégie santé et liberté de chacun, tout doit pouvoir exister librement dans une société où on a accès au sport, on a accès à de l'information, on peut se documenter sur comment prendre du muscle, comment perdre du gras, comment mes bourrelets, mes machins, et tu fais ce que tu veux. Bah écoutez, je pense que on va s'arrêter là. Si c'est un format qui vous a plu, pourquoi pas une partie 2, parce qu'on n'a évidemment pas épuisé le sujet du tout. Il y aurait énormément d'autres choses à dire, mais là je pense que déjà c'est pas mal. N'hésitez pas à mettre votre témoignage en commentaire. Évitez les témoignages jugeants, culpabilisants, insultants. Mais votre avis avec grand plaisir, c'est toujours un immense plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc voilà, je vous souhaite un bel été et à la semaine prochaine pour un vlog. Bah écoutez déjà les filles, je pense que... Parce que sinon... Par contre au niveau cadrage... Bon bah on n'a plus qu'à poser. Ok.
C'est un truc main... Ah non par rapport au sujet de la vidéo. Non mais je sais pas. Je savais pas que c'était la maigreur, ça. Bon, non, prenons Non, quoi. ouais. Bon, parfait. Coucou Mazabine, coucou Matou. Alors si je t'ai appelé, c'est pour avoir ton opinion sur le sujet qu'on va traiter. Là, je suis en chemin pour chez Laura, qu'on va traiter pour une vidéo YouTube qui est hyper attendue en plus sur en fait le culte de la minceur en général et plutôt sur comment on sent la pression en tant que femme. Toi, par ton parcours aussi, je sais que tu es sortie de l'obésité. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir ton témoignage. Comment toi, tu ressens les injonctions? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es à l'aise dans ton corps? Est-ce que tu es fière du chemin parcouru? Enfin, dis-moi ce qui me vient en tête, comme ça. Là, tout de suite, d'emblée, je suis fière du chemin parcouru. Forcément, quand tu vois afficher moins 36 kilos sur la balance, c'est toujours plaisant. Mais c'est vrai que vis-à-vis de la télé, des séries, d'Instagram, surtout d'Instagram, je culpabilise vachement. J'ai encore un mauvais rapport avec ce que je renvoie, ce que mon corps envoie face à un miroir. Quand je vais à la salle aussi, j'arrive pas à être pleinement satisfaite parce que par exemple sur Instagram quand tu scrolles, tu vois des nanas fit, pas un pet de gras, pas de cellulite, donc je culpabilise forcément un petit peu quoi. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux me dire de combien de kilos t'es passé à combien? Comment t'as fait? Quel a été le processus? Mais le processus à la fois, nutritionnel, physique, mental. Alors décembre 2024, j'étais à mon rendez-vous chez un gynécologue. Ouais. Parce qu'il faut savoir que j'ai développé une endométriose sévère ainsi que le syndrome du SMOP, donc anciennement appelé SOPK, syndrome des ovaires polykystiques qui favorise le dérèglement hormonal et tout ce qui va avec chute de cheveux, prise de poids, excès de pilosité, etc. En allant chez le gynéco, moi j'étais dans le déni avant, j'avais bien vu que j'avais pris du poids, mais je refusais de me Et peser. t'avais pris du poids comment? Je sais pas. En fait, à un moment, tu me disais, il y a un peu eu de l'alcool, mais ça s'est aggravé avec mon syndrome, etc. En fait, il y a eu l'alcool parce que justement, mon corps était totalement déglingué. Il y a eu l'alcool parce que je me reconnaissais plus et que je prenais du poids pour rien, en fait. Ok. J'étais déjà très Donc mal. oui, c'était dans l'autre Ça a sens, été une d'accord. causalité. L'alcool n'a pas aidé. Voilà. Et en fait, en allant chez le gynéco, il m'a demandé de me peser, forcément. Et là, je monte sur la balance et je suis à 104 kg 600. Pour un mètre. Pour 1m57. Donc, choc émotionnel. Ouais. Là, tu sors de ton déni. Là, tu te prends des uppercuts en pleine face. Puis l'uppercut, tu m'avais parlé de la phrase que t'avait dit le médecin. Ça a été Mais il m'a violent. dit, va falloir arrêter de bouffer, madame. C'était violent, mais ça pousse à réfléchir, vraiment. Et qu'est-ce que tu penses de la vague qu'il y a eu il y a quelques années d'acceptation? On a appelé ça le body positivisme. En fait, on a tenté de lever un peu la pression qu'il y avait sur le corps de la femme, d'être absolument mince, filiforme. Et on disait, si j'ai de la graisse, si j'ai pris du poids, au bout d'un moment, c'est mon corps, laissez-moi tranquille. Et que ce soit les réseaux sociaux, la publicité ou autre, vous n'avez pas à m'imposer un corps que vous considérez parfait et je peux vivre avec ce corps-là. Ce discours-là, il est bien. Il est positif, comme son nom l'indique. Le souci, c'est que il y a la société, il y a ce que la société nous demande inconsciemment, mais il y a aussi l'image que nous, on a de notre propre personne. Je veux dire, une personne qui est en surpoids pondéral, qui depuis sa plus tendre enfance est comme ça, parce qu'il y a la génétique qui joue aussi. Une personne qui est obèse, c'est pas forcément une personne qui bouffe McDo 6 fois par semaine. Attention, il y a des personnes qui sont obèses à cause de la génétique, problème de thyroïde, des traitements à base de cortisol. Maintenant, le souci, c'est que il y a l'image qu'on veut renvoyer nous en tant que personne, il y a la société, mais il y a aussi les contraintes. Moi, je pars du principe où si quelqu'un se sent bien en étant ronde, tant qu'elle se sent bien, c'est tant mieux. C'est ce qui prime, c'est ce qui doit être mis en avant et c'est ce qui doit primer dans ton C'était pas ton quotidien. cas. Moi, c'était pas mon cas parce que moi, j'étais pas grosse en fait. Moi, adolescente déjà, j'étais maigre. Donc passage à la vie adulte, de mes 19 ans à mes 30 ans,
j'étais mince. J'étais vraiment mince. Et en fait, d'un seul coup, paf, j'ai commencé à prendre du poids sans rien modifier. C'est venu comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à perdre énormément mes cheveux. Et j'ai commencé à avoir des longs poils au menton, à la gorge. Des choses qui n'allaient pas. Une transpiration excessive, un excès de fatigue. Des pelades, Des grosses pelades, oui. J'ai une question. Est-ce que tu vois une différence dans la définition, comme toi tu l'aperçois, entre le mot mince et le mot maigre? Tu as utilisé les deux pour parler de ta jeunesse, Oui. mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux et tout, tu considères qu'il y a une différence? Bien sûr, oui, parce que la maigreur, à mon sens, c'est péjoratif. Avoir la peau sur les os, pour moi, maigre, c'est avoir un corps cadavérique. Un corps qui, tu sais, qui est sec, quoi. Qui est vraiment trop sec. Et t'as la peau sur les os. Alors que mince, c'est une silhouette. Et attention, ça n'engage que moi. C'est une silhouette. Tu peux être mince sans être maigre. Pour moi, le mot maigre va renvoyer à une personne qui se sous-alimente, voire qui ne s'alimente pas. Une personne mince. Donc, qui a un problème de santé. De santé ou voire psychologique. C'est comme une personne ronde et une personne obèse. Oui. Voilà. Est-ce que tu considères que la société est grossophobe? Non. D'accord. Non. Non, parce que moi, j'étais quand même dans le commerce. J'étais responsable de boutique. Et très sincèrement, quand avec certaines clientes ou clients, je me permettais de pouvoir parler un peu plus, d'avoir un peu plus d'échanges. Voilà, moi, je suis très dans l'autodérision. Je pense pas qu'il faille faire une généralité parce qu'en fait, tous les goûts sont dans la nature. Pareil pour les femmes. C'est pareil pour les femmes, même pour les hommes. On va pas se mentir. Nous, les femmes, on critique vachement le physique d'un homme. C'est juste que c'est... D'ailleurs, je mentionne, pardon, je te coupe, je mentionne que tu as rencontré ton mari à un moment de ta vie où physiquement, tu étais pas au top. fière de toi, quoi. Ah non, j'étais pas au top. J'avais commencé à prendre la pente, la pente. Alors, en sachant qu'avant mes problèmes de santé, il faut savoir que moi, mon poids de forme, ça a toujours été 62 kilos pour 1m57. Étant originaire des îles, j'ai une morphologie qui fait que je suis quand même un peu pulpeuse, voilà. J'ai des cuisses, j'ai des mollets, j'ai des petites rondeurs, mais c'était mon poids de forme, là où moi je me sentais bien. En dessous de 60 kilos, j'étais maigre. J'avais vraiment les os qui ressortaient, etc. Quand j'ai rencontré mon mari, j'étais quand même à 78 kilos. Donc tu vois, j'étais pas... ça commençait déjà à être compliqué. Et ça a augmenté. Ah bah après, oui. Ok. Eh ben écoute, je te remercie, Aline. C'est vraiment... cool de pouvoir avoir ton témoignage, histoire de pas avoir qu'un son de cloche. C'est aussi surprenant parce que sur certaines questions, tu vois, je m'attendais pas à tes réponses. Donc, même moi, en étant ton amie, je n'aurais pas pu parler à ta place. C'est tout l'objet de l'appel. Et écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Non, mais j'espère que cette vidéo, en tout cas, elle traite d'un sujet qui est dans l'air du temps. Le poids a toujours été, depuis de nombreuses années, un sujet de discussion, surtout concernant la femme. J'espère que nombreuses vont être les personnes à regarder cette vidéo. Je vais rebondir juste sur un point. Tout à l'heure, tu me posais une question sur comment j'ai fait pour perdre du poids et si j'étais satisfaite et aujourd'hui, quel était mon rapport avec tout ça. Moi, ce que j'ai fait, c'était pas bien du tout parce que j'ai ni été voir une nutritionniste, ni vu un coach sportif. Ça m'a tellement mis une claque que je me suis reprise en main toute seule. Donc, j'ai fait des choses qu'il ne faut pas faire. Alors après, c'est pas opération ni prise de médicaments, mais j'étais plus malheureusement dans la sous-alimentation. Oui, c'est une privation extrême. Oui, très que tu extrême. ne recommandes pas. Que je ne recommande pas, vraiment pas. Pendant 4 mois, où en plus de ça, je faisais du sport poussé à l'extrême, que je ne recommande pas non plus. Mais tu vois, même à ce jour, après 1 an à me battre contre cette obésité, même si je suis sortie de l'obésité et du surpoids pondéral, mon algorithme Instagram fait que je suis toujours pas satisfaite et franchement, si demain on me donnait, je pense, le remède magique pour vraiment devenir une fit girl, je le prendrais. Parce que on voit tout le temps quand tu vas à la salle. La dernière fois, on a été à la salle ensemble quand tu es venue à la maison et tu te souviens, je te disais mais je comprends pas. Regarde, elles sont canons, elles transpirent pas et elles font pas beaucoup d'exercices contrairement à ce que je fais et elles sont magnifiques quoi. Donc, il y a une certaine... C'est clair que j'ai testé tes séances. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment oui, mais au final, c'est des séances hardcore, mais j'ai toujours pas le résultat, quoi. Bon, après, j'ai le syndrome de la fourchette. J'adore. Et tu cuisines bien aussi, il faut le dire. Oui. Tu es une cuisinière à refaire.
J'ai une question qui me vient. Est-ce que tu penses que l'injustice naturelle des morphologies différentes, des métabolismes aussi différents, on l'a bien vu, on en parle parfois toi et moi, est-ce que tu penses qu'on subirait moins cette injustice-là s'il n'y avait pas les réseaux sociaux pour nous confronter à des corps différents? Non, parce que à l'époque, moi, de la vingtaine, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme Instagram a un impact aujourd'hui. Il y a toujours eu la télé. Dans tous les cas, on est confronté à ça, ne serait-ce qu'avec la télé. Alors, si on supprime tous les médias, oui, je pense que on se sentirait tous mieux. Ah, c'est intéressant. Eh ben, je te remercie. Eh ben, je t'en prie, Matou. Ben, hâte de voir la vidéo. Allez, je te laisse couper. Allez, À bisous. toutes, bisous.